Bonjour. On vit une période d'inquiétude. Tout fait peur. Même la météo, même le climat. Nous avons vécu en 2015 la COP21, réunie pour faire face au dérèglement climatique. On a entendu s'exprimer des menaces inquiétantes, mais aussi des préoccupations légitimes. Des âmes sensibles et sentimentales versaient même une larme sur l'ours polaire. C'est gentil et émouvant. Dans tous les journaux télévisés, les présentateurs affirmaient doctement « il faut sauver la planète ». Ayant une formation de scientifique et soutenu une thèse d'écologie, j'ai ressenti un brin d'agacement et commencé à réfléchir sur cette question. Sauver la planète, je veux bien, mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce à notre portée? Est-ce même possible? Yves Coppens aime citer cette phrase: pour savoir où tu vas, regarde d'où tu viens. La géologie et la paléontologie nous livrent les preuves des flores et des faunes du passé, aujourd'hui disparues. On peut donc savoir ce qu'a subi notre planète, les grandes phases de son histoire, l'évolution de son climat. Vous savez que l'origine de l'univers date du Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années. Notre étoile, le Soleil, et son système planétaire se sont formés entre 4 et 5 milliards d'années. La Terre est alors une boule de lave très chaude, toujours en éruption. À 4,6 milliards d'années, Theia, une planète de la taille de Mars, vient heurter la Terre, formant un nuage de poussière, un anneau dont les grains s'agrégeront pour former la Lune. La Terre est bombardée de météorites et de comètes qui apportent de l'eau, des molécules minérales et organiques. Tout ceci s'accompagne d'un dégagement de gaz volcanique constitué à 80% de vapeur d'eau qui, en se condensant, va former les océans. Les premières roches se forment. La croûte terrestre est solidifiée à 4,4 milliards d'années. Pour comprendre la suite de l'histoire, j'ai mis à droite le tableau des périodes géologiques, empilées comme sur un chantier de fouilles. Les formations les plus anciennes se trouvent tout au fond, au bas du tableau, les plus récentes en surface, en haut du tableau. Les chiffres à droite indiquent des millions d'années. Nous allons passer en revue ces époques, mais rassurez-vous à très grande vitesse, puisque nous allons survoler plus de 3 milliards d'années en 15 minutes, chrono, du moins je l'espère. Pour vous aider à suivre le cheminement, je reproduirai ce tableau sur chacune de mes diapos et un curseur bleu vous indiquera à quel étage on est arrivé. Mais tout d'abord, deux remarques. La première est que la physionomie de la Terre n'a pas toujours été ce qu'elle est à présent. Les continents n'ont pas toujours été à la place que nous leur connaissons. Ils ont bougé, dérivé. La dérive des continents est une théorie proposée au début du XXe siècle par le physicien Wegener, qui avait remarqué la similitude des côtes de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. On s'est aperçu que l'on retrouvait de part et d'autre de l'Atlantique les mêmes structures géologiques, les mêmes fossiles, les mêmes traces de glaciation. Wegener pensa que ces deux continents avaient pu être un seul bloc qui se serait fragmenté. Il proposa alors l'image d'un puzzle primitif qu'il appela l'apangée. Comment, si cette théorie est vraie, les continents peuvent-ils glisser à la surface de la Terre? Si l'on pouvait couper la Terre comme un fruit, on verrait au centre un noyau extrêmement chaud, plus de 6000 degrés, de roches fondues. C'est leur radioactivité très intense qui maintient cette chaleur. Autour du noyau se trouve une pulpe épaisse qu'on appelle le manteau, dont la température est supérieure à 1200 degrés. Je me souviens, étant petit, on allait acheter le lait à la ferme et on le faisait bouillir dans une casserole. Des mouvements de convection se créaient alors dans le liquide et une croûte se formait à la surface, la crème, que j'aimais crever et qui se reformait à nouveau. Il en va de même pour notre planète. Le manteau est en perpétuel mouvement de convection. La croûte forme des plaques qui se craquellent et peuvent s'éloigner ou se rapprocher les unes des autres.
certaines s'enfoncent sous d'autres et viennent se fondre dans la chaleur du manteau. Parfois, les points chauds donnent des volcans. Le magma du manteau vient crever la croûte terrestre et s'échappe sous forme de lave. Le mouvement des plaques, la tectonique, entraîne des chocs, ce qui explique les tremblements de terre, les tsunamis. Les masses continentales de la croûte terrestre glissent donc sur le manteau visqueux. Au départ, la carte du monde nous donne un aperçu déroutant. Un supercontinent est en formation dans l'hémisphère sud de la planète. Ce continent que l'on appelle le Gondwana va bientôt se souder avec un nouveau continent, la Laurasie ou Euramérique, pour donner la Pangée. Celle-ci, en forme de demi-lune, va se refermer autour d'une mer qui va devenir la Thétis. La Pangée se fragmente et commence à donner naissance aux continents actuels. Les deux Amériques vont s'éloigner du reste de la Pangée, laissant la place à l'océan Atlantique qui va peu à peu s'élargir. Les continents migrent vers leur position actuelle, l'Inde se sépare de l'Afrique et se dirige vers l'Asie. Les deux Amériques se rapprochent l'une de l'autre et se soudent. La Thétis se rétrécit et laissera les cicatrices que sont la Méditerranée, la Caspienne, la mer Noire. Deuxième remarque. J'ai dit plus haut que la Terre primitive était une boule de lave très chaude, dégageant des gaz volcaniques que sont la vapeur d'eau, H2O, le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4, le protoxyde d'azote, N2O. Tous ces gaz ont au moins 3 atomes dans leurs molécules, ce qui a pour effet d'absorber les rayons infrarouges et donc la chaleur. L'ozone, O3, qui a également 3 atomes, se comporte comme ces gaz volcaniques. 50% de l'énergie des rayons solaires dirigés vers la Terre atteignent la surface de la planète. Le sol chauffé réfléchit une partie de cette chaleur. Cette réflexion est grande quand la surface est blanche, glace ou neige. Elle devient plus faible quand la surface est sombre. Sol, prairies, rochers, forêts, etc. Quand l'atmosphère est riche en gaz absorbant les infrarouges, elle peut retenir jusqu'à 95% de la chaleur. Ces gaz, dits gaz à effet de serre, maintiennent une température élevée de l'atmosphère terrestre, agissant comme les vitres blanchies des serres des horticulteurs. Ils agissent comme une couverture chauffante de la planète. Mais revenons à notre histoire. À 3,8 milliards d'années, les premières traces de vie sont donc apparues, des cellules sans noyau, vivant sans oxygène. À 3,5 milliards apparaissent les premières bactéries, qui méritent notre respect, car elles vont coloniser tous les milieux, avec ou sans oxygène. Elles vont conquérir les formations rocheuses profondes, l'eau bouillante des volcans marins, les formations soufrées. Elles vont durer jusqu'à l'époque actuelle, coloniser tous les organismes vivants avec qui elles vivent en parasite ou en symbiose. Sans bactéries dans l'intestin, nous ne pourrions pas digérer nos repas. Les pubs pour leur mener la guerre avec des lingettes antibactériennes me font sourire. À 3 milliards d'années apparaissent les stromatolites, qui sont des colonies de bactéries et d'algues formant des sédiments carbonatés. On en trouve encore en Australie. Vers 2,5 milliards d'années apparaissent les véritables cellules avec noyau contenant de l'ADN. Ces cellules vont être bientôt colonisées par des bactéries qui ont formé les centrales énergétiques cellulaires, les chloroplastes, les mitochondries. Dès ce stade, la photosynthèse démarre. Les cellules végétales fabriquent la matière vivante en absorbant le dioxyde de carbone et en rejetant de l'oxygène qui vient s'ajouter à celui issu de l'hydrolyse de l'eau sous l'effet du rayonnement ultraviolet. La teneur en oxygène des océans et de l'atmosphère croît. La planète s'oxyde. L'une des conséquences va être le refroidissement de la planète, car l'oxygène, formé de 2 atomes, n'est pas un gaz à effet de serre. Plus la teneur en oxygène croît, plus la température diminue.
À 1,5 milliard d'années, les cellules qui se reproduisaient par division vont mettre en place la reproduction sexuée. Les organismes deviennent sexy. Ils activent le mélange rapide des gènes. Faisons un grand bond pour arriver à 600 millions d'années. Les premiers continents se forment dans l'hémisphère sud de la planète. Le curseur vous montre que nous sommes à la fin du Précambrien. Les cellules avec noyau ont commencé à se rassembler en colonies, qui se structurent et pratiquent la division du travail. Certaines sont en périphérie pour protéger l'organisme. D'autres sont à l'intérieur pour assimiler la nourriture. On se trouve face aux premiers organismes pluricellulaires qu'on appelle des métazoaires. Un bon exemple de cette faune est donné dans les collines d'Ediacara, à 650 km au nord d'Adélaïde, en Australie. Comme il n'y a pas de squelette, on n'a pas de fossiles, mais l'empreinte des corps mous dans la boue. Les formes, ce sont des sacs, des disques, des tubes, des feuilles, qui nous semblent très jolies sur cette reconstitution. Une empreinte pose des questions. C'est Kimberella, qui semble avoir une espèce de coquille. Serait-ce un ancêtre des mollusques? Un premier prédateur? Cette faune qui vivra 50 millions d'années va disparaître sans laisser de descendants. Nous arrivons au Cambrien. Les terres émergées sont regroupées en un vaste continent, le Gondwana. Au Canada, plus exactement en Colombie-Britannique, dans les Rocheuses, on a trouvé un site appelé Burgess, formé de schiste, c'est-à-dire de boues indurées, où se retrouve une faune complète et quelque peu déroutante. 120 genres sont représentés, dont 33 encore présents. 87 genres à corps mou. 8 appartenant à des embranchements complètement disparus. Stephen Jay Gould a décrit cette faune dans un livre appelé Wonderful Life, étrangement traduit en français en La vie est belle, et publié en livre de poche que je figure ici. Il y décrit de façon agréable et souvent humoristique cette faune inédite. Par exemple, il montre cette créature bizarre, Hallucigenia, dont on ne sait reconnaître ni le haut ni le bas, ni l'avant ni l'arrière. Son corps est hérissé de 7 paires de piquants très pointus et 7 tentacules terminés par des pinces à 2 branches. On a pensé que ces animaux étaient posés sur leurs piquants, les tentacules servant à saisir la nourriture. Mais on ne trouve pas de traces de bouche. Sur cette image que j'ai trouvée sur Internet, l'animal semble au contraire se déplacer sur ses tentacules et porter les piquants sur le dos. Cette faune qui fascine les paléontologues a duré près de 18 millions d'années, ce qui montre une réussite étonnante. Avançons dans le temps pour arriver à l'Ordovicien. L'énorme continent, appelé Gondwana, se rapproche du pôle sud. L'eau et l'atmosphère se refroidissent. Des glaciations se produisent qui vont durer 1 million d'années. On assiste à une explosion de la biodiversité, avec l'apparition de nombreux groupes marins. Les premiers végétaux sortent de l'eau. Ce sont des hépatiques, des sortes de mousses, et des champignons inférieurs. La température décroît toujours, des glaciers s'étendent sur le Gondwana, et le niveau de la mer baisse. Les courants océaniques se ralentissent. La teneur en oxygène baisse. Les conditions de vie deviennent très difficiles. La biodiversité s'effondre. 60% des genres, 85% des espèces marines disparaissent. C'est la première extinction de masse que va connaître la planète, qui a lieu vers 443 millions d'années. L'extinction va sans doute durer quelques centaines de milliers d'années, puis la température se réchauffe un peu. Le Gondwana se rapproche de la Laurasie, nous sommes au Silurien. Le niveau de l'océan est 180 mètres plus haut qu'aujourd'hui. À l'intérieur, la biodiversité se reconstitue avec l'apparition de nouvelles formes. Des animaux pourvus d'un crâne et d'un squelette post-crânien. Les vertébrés qui sont pour l'instant les poissons sans mâchoire. À 440 millions d'années, les premiers animaux sortent à leur tour de l'eau.
Ils sont confrontés à des problèmes importants. Résister à l'assèchement, faire face à la pesanteur, se déplacer sur le sol, résoudre les problèmes de reproduction à l'air libre. À 420 millions, c'est le Dévonien. La température avoisine les 20 degrés centigrades. Le continent s'est déplacé vers le tropique du Capricorne. L'Eurasie passe même dans l'hémisphère nord. C'est maintenant l'époque des poissons à mâchoire. Certains possèdent déjà des nageoires charnues qui vont bientôt se transformer en pattes. Et puis les ammonites, les trilobites font leurs apparitions. Hors de l'eau, on voit apparaître des forêts de fougères, de plantes à graines et des insectes qui leur sont écologiquement associés, et aussi des acariens, des araignées, scorpions, mille-pattes, escargots. Les blattes sont apparues à cette époque. Elles trottent toujours dans les caves de nos HLM. Et on voit les premiers amphibiens, munis de vraies pattes, dont Ichthyostega, représenté sur cette illustration. Tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles s'il ne se produisait vers 358 millions d'années la disparition des systèmes récifaux. Les poissons meurent à leur tour, les ammonites, les brachiopodes. À nouveau, 50% des genres disparaissent. 70% des espèces marines, c'est la seconde extinction de masse que vit la planète. 60 millions d'années plus tard, un nouveau supercontinent se forme, la Pangée, qui va agréger toutes les masses continentales. La température s'élève et va donner les forêts de type équatorial, avec encore des fougères géantes et des arbres à graines. Certains insectes sont devenus géants. La libellule en bas fait 60 cm de long. On trouve de vastes marécages où se forment des dépôts de charbon qui piègent le CO2. La teneur en oxygène croît. Dans les océans, les trilobites ont disparu. Sur Terre, les premiers reptiles font leur apparition, qui donneront les ancêtres des dinosaures, des oiseaux, des mammifères. La sortie de l'eau des vertébrés a été rendue possible par l'apparition de l'œuf à coquille. Les vertébrés n'ont plus besoin d'aller pondre dans l'eau. À nouveau, la grande extinction de masse se produit à 252 millions d'années. Comme disait l'autre, c'est du sérieux. 75% des espèces terrestres, 98% des espèces aquatiques disparaissent. Les causes sont différentes des précédentes. Très forte température, 40 degrés en moyenne, allant jusqu'à 60 degrés à l'équateur. Disparition des plateaux continentaux dans l'océan, modification des courants marins, baisse du taux d'oxygène. À cela s'ajoute la chute des météorites dans l'hémisphère sud. Augmentation du volcanisme, dont un supervolcan en Sibérie, qui d'un coup augmente le dioxyde de carbone et le méthane. Il faudra 100 millions d'années pour que la biodiversité retrouve son niveau d'avant la catastrophe. On est à l'ère secondaire, le Mésozoïque. C'est l'époque reine des dinosaures, animaux bien connus des enfants. La Pangée migre vers le nord et se referme peu à peu autour de son océan intérieur, la Thétis. Le continent commence à se fracturer. Le climat est à nouveau très chaud, mais il varie avec les latitudes. Dans les océans, on trouve des récifs coralliens et des dinosaures marins. Sur Terre apparaissent des arbres à feuilles caduques, ginkgo, cycas, des amphibiens géants et bien sûr des dinosaures et les petits mammifères poilus dont certains pondent des œufs, d'autres essaient à la viviparité. Les dinosaures deviennent dominants au Jurassique, colonisant tous les milieux, atteignant des tailles gigantesques. C'est au Jurassique qu'apparaissent les ancêtres des premiers oiseaux, dont l'Archéoptérix est un cousin. Ce n'est pourtant pas une période bénie des dieux, puisque deux extinctions de masse se succèdent. L'une apparaît à la jonction Trias-Jurassique, il y a 200 millions d'années, due à un bombardement de petites météorites et de phénomènes volcaniques détruisant 20% de la faune marine et une grande partie des reptiles mammaliens et des gros amphibiens. La deuxième extinction de masse a lieu à la fin du Crétacé, 66 millions d'années. Une énorme météorite tombe dans le golfe du Mexique, engendrant une onde sismique de magnitude 11 qui fragilise la croûte terrestre. Simultanément, pense-t-on,
des éruptions volcaniques énormes se produisent dans le Décan, sur le plateau indien, et en Sibérie. Des poussières et des gaz mortels sont expulsés, dont l'hydrogène sulfuré et le gaz carbonique. La lumière solaire est considérablement réduite par ce smog gênant, la photosynthèse, et bouleversant les équilibres écologiques. Pour se faire une idée, rappelons que l'éruption du Tambora en 1815 a montré qu'un tel smog entraîne une vague de froid qui a déclenché la plus grande famine du XIXe siècle. Dans le milieu marin, l'hécatombe est considérable. Les coraux, 98% des espèces pélagiques qui disparaissent, 90% des poissons osseux. Disparaissent également les 3/4 des formes de vie terrestre, dont beaucoup de végétaux. C'est l'extinction complète des dinosaures. Les amphibiens, les petits reptiles, les oiseaux, les petits mammifères insectivores et omnivores échappent au massacre. Exit l'ère secondaire. Bienvenue à l'ère tertiaire ou cénozoïque qui va s'étendre de 65 à 2,6 millions d'années. La planète commence à subir une importante chute de sa température. L'Antarctique puis le Groenland se couvrent de glaciers. Les continents présents sont formés et migrent vers leur position actuelle. La disparition des dinosaures a laissé la place libre aux mammifères. 22 ordres nouveaux apparaissent qui augmentent en taille. On voit à présent des formes qui nous sont familières. Des chevaux, des éléphants, des ruminants, des mammifères marins et même des primates. Le choc des continents fait ériger les Rocheuses en Amérique, les Alpes et les Pyrénées et les Carpates en Europe. La collision entre l'Inde et l'Asie fait naître l'Himalaya. L'isthme de Panama se ferme, stoppant les courants équatoriaux. Le climat devient froid et sec. Les forêts tempérées apparaissent, ainsi que la savane à graminées. Les forêts tropicales régressent en conséquence et ne subsistent que de part et d'autre de l'équateur. Chez les primates, la lignée des hominidés se sépare des autres singes. À 7 millions d'années apparaît Toumaï, au bord d'un lac Tchad, grand comme la France. À la fin du Pliocène, les faunes deviennent plus modernes. Les australopithèques apparaissent en Afrique de l'Est et du Sud quand le grand rift africain s'élève et aridifie le climat. C'est déjà l'ère quaternaire avec le Pléistocène qui dure de 2,6 millions d'années à 13 000 ans. C'est une période très froide où les glaciations cycliques apparaissent, couvrant parfois le tiers de la planète. Tout le nord de l'Europe, dont la Grande-Bretagne, est sous les glaces. Ces glaciers font jusqu'à 3000 mètres d'épaisseur. Ils mobilisent une grande quantité d'eau, faisant baisser le niveau de la mer de 100 mètres. Ces glaciations sont régulièrement interrompues par des interglaciaires. Ces phases sont liées en partie au cycle de variation de l'orbite terrestre. C'est la période qui voit l'extinction des grands mammifères, dont le poids est supérieur à 1 tonne. En Amérique du Nord, on voit l'extinction de 33 genres, dont les mastodontes, mais aussi les chevaux. En Eurasie, c'est l'extinction du rhinocéros laineux, du mammouth laineux, de l'ours et du lion des cavernes, des mégacéros. Il semble que cette extinction est pour cause principalement les variations brutales du climat qui connaît l'alternance de 17 périodes glaciaires et interglaciaires. On conçoit bien l'effet de ces modifications sur les populations de grands herbivores et des prédateurs qui s'en nourrissent. Le genre Homo apparaît vers 2,5 millions d'années et va domestiquer le feu vers 500 000 ans. C'est la première espèce capable de s'affranchir des contraintes climatiques, ce qui va lui permettre de s'étendre sous toutes les latitudes. On s'interroge aussi sur le rôle de l'homme dans l'extinction des mammifères au Pléistocène. Elle semble sélective et liée au mouvement des populations humaines, notamment en Amérique et en Australie. Le dernier maximum glaciaire s'achève, il y a 13 à 12 000 ans. Commence alors une période de réchauffement qu'on nomme l'Holocène. La calotte glaciaire remonte vers le pôle, le niveau des océans s'élève du fait de la fonte des glaces et de l'accroissement du volume d'eau lié à la température, comme dans les thermomètres à colonne liquide.
La mer Noire se remplit, il y a 8000 ans, du fait de l'ouverture du détroit du Bosphore. Son souvenir donnera le mythe du déluge. La flore et la faune remontent vers les hautes latitudes. L'homme conquiert les territoires libérés par les glaciers. La Grande-Bretagne, la Scandinavie, l'Eurasie septentrionale. C'est véritablement l'époque de l'homme, dont les migrations s'accompagnent d'extinction d'espèces animales ou végétales. On évoque bien sûr la surchasse, la transformation des milieux du fait de l'écobuage, du défrichement des terres et leur mise en culture, du transport d'espèces dans de nouveaux milieux, l'apparition de maladies. Pour la période historique et moderne, on évoque principalement les modifications écologiques, la surexploitation, la pollution, la diminution de la diversité génétique. Près d'1 million d'espèces vivantes auraient disparu en 13 000 ans, dont 60 genres de mammifères. Certains parlent de la 6e extinction de masse, l'extinction anthropocène. Ça reste à démontrer. Il faut dire qu'Homo sapiens a connu une extension rapide. Cette figure essaye d'évaluer la population humaine mondiale. Attention, les coordonnées sont logarithmiques. Pendant tout le Paléolithique, la population mondiale a dû être très réduite. On l'estime à 600 000 au Paléolithique inférieur, à près de 6 millions au Paléolithique supérieur. La croissance va devenir très rapide au Néolithique, avec l'apparition de l'agriculture. Le changement du climat et du mode de vie vont faire que les hommes peuvent à présent produire leur nourriture et constituer des réserves. La population atteint 100 millions à l'âge du bronze, 400 millions au Haut Moyen-Âge. Mais le grand bond démographique se fait avec l'apparition de l'industrie pour atteindre 7 milliards actuels et peut-être 9 milliards à la fin du XXIe siècle. Nous venons de balayer rapidement l'histoire de la vie sur Terre. Revenons sur ces extinctions massives dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Une extinction massive, c'est l'extinction simultanée d'environ 75% d'espèces vivantes non apparentées, pendant des périodes relativement brèves à l'échelle géologique. Nous avons décrit 5 extinctions au cours de l'histoire de la vie sur Terre, à la fin de l'Ordovicien, du Dévonien, du Permien, du Jurassique et du Crétacé. Elles sont synthétisées sur cette diapo. La biodiversité est exprimée en nombre d'espèces, c'est la courbe verte au centre. On voit nettement la trace des extinctions, les flèches noires. Les extinctions sont liées bien sûr aux conditions de température, la courbe jaune à gauche, ou du niveau de la mer, la courbe bleue. Quand brusquement il fait trop froid, les glaciers se forment et le niveau de la mer baisse. Ou à l'inverse, s'il fait trop chaud, les glaces fondent, l'élévation du niveau de la mer vient inonder les terres basses. Les flores et les faunes associées sont souvent détruites ou fortement affectées. En premier lieu, les récifs coralliens. La courbe grise montre la teneur en CO2, qui a joué un rôle sur l'apparition de la vie et plus tard sur l'extinction d'espèces vivantes. Autre cause terrestre importante, ce sont les volcans, dont les trappes sont les cicatrices. Un trappe, c'est un empilement de coulées de lave formées de falaises en escalier. Exemple, les trappes du Décan en Inde ou ceux de Sibérie. Les trappes sont représentées par les traits rouges à droite de la courbe. Enfin, une dernière cause est la chute de météorites, plus ou moins grosses, dont l'impact agit sur la croûte terrestre et au niveau de la pollution de l'atmosphère. Les trappes sont représentées par les cercles jaunes complètement à droite. Le deuxième graphique au-dessous montre le pourcentage d'espèces marines disparues suivant les époques. On retrouve bien les pics qui correspondent aux extinctions massives. Actuellement, existent 8,7 millions d'espèces vivantes connues. On découvre 15 000 espèces nouvelles chaque année. La courbe verte montre que la biodiversité n'a jamais été aussi forte qu'à l'heure actuelle, et pourtant, elle ne représente qu'environ 1% des espèces ayant vécu sur Terre depuis 3 milliards d'années. 26 000 espèces disparaissent chaque année. Peut-on dire qu'il s'agisse d'une extinction massive ? Cela le deviendrait
si l'homme utilisait les armes de destruction massive qu'il possède dans ses silos ou engendrait par sa pollution une catastrophe écologique majeure. Déjà, l'augmentation du CO2 et l'acidification des océans peuvent faire craindre le pire. Bien d'autres causes naturelles nous menacent. Des météorites continuent à tomber, en moyenne 2 par mois. Heureusement qu'elles sont en général de très petite taille. Sinon leur impact entraînerait des conséquences graves, comme au Crétacé. L'Holocène n'est qu'une phase interglaciaire, qui a débuté il y a 10 000 ans. Le réchauffement devrait encore continuer quelque temps, puis s'inverser pour retourner vers une nouvelle période de glaciation. La tectonique des plaques fait que les continents continuent à se déplacer, ce que mesurent très bien les satellites artificiels. Des failles de la croûte terrestre vont continuer à fonctionner, comme la faille de San Andreas en Californie. Les sommets des Alpes de l'Himalaya continuent à s'élever et l'on assiste régulièrement et impuissant à des phénomènes de volcanisme, de séisme, de tsunami. Il est bien évident que le mouvement des continents ne va pas s'arrêter là. Les géologues prévoient déjà le futur avec la formation d'un nouveau continent, l'Amazie. Et puis disions-nous, la 6e extinction annoncée, celle de la fin de l'Holocène, a peut-être déjà débuté, avec cette fois entre autres des causes anthropiques. Il faut dire que l'homme a pris l'habitude de penser égoïstement à son propre développement, sans se préoccuper des conditions environnementales. On l'a vu tout au long du développement industriel, se débarrasser de ses déchets en pleine nature, rejeter ses effluents dans les rivières ou en mer, polluer l'atmosphère par des fumées plus ou moins toxiques, obligeant les habitants à se déplacer avec des masques. Comme il avait besoin d'énergie, il a utilisé les réserves naturelles qu'il savait utiliser, le bois pendant des siècles, puis le charbon, le pétrole, les gaz naturels, sans jamais se soucier des gaz à effet de serre. La température moyenne mondiale a toujours varié entre 13 et 14 degrés, jusqu'au XIXe siècle, puis a commencé à s'élever progressivement. C'est au XXe siècle que les premières mesures météorologiques ont été systématiquement entreprises. À l'échelle de la France, la modélisation climatique prévoit à l'horizon de la fin du siècle une hausse de température pouvant varier de 0,9 à 3,6 degrés en hiver, de 1,3 à 5,3 degrés en été. À Brest comme à Marseille, le niveau de la mer s'est élevé de 20 cm en moins d'un siècle. À l'échelle de la planète, 320 millions de personnes résident à moins de 5 mètres d'élévation du niveau de la mer. La sécheresse et la désertification s'étendent rapidement. Plus de 200 millions de personnes vont devenir rapidement des réfugiés climatiques et vont devoir migrer ailleurs. Quand on voit comment on est prêt à recevoir les réfugiés politiques du Moyen-Orient et les réfugiés économiques des pays du Sud, cela fait frémir. On ne va pas régler le problème en édifiant des murs ou des barbelés, en renforçant les moyens de nos garde-côtes. Dès la moitié du XXe siècle, des scientifiques ont commencé à donner l'alarme, en publiant des courbes de température et en mesurant les conséquences touchant l'élévation du niveau de la mer, la fonte des glaces arctiques, la fréquence des accidents météorologiques, sécheresse, inondations, cyclones, typhons, tempêtes, etc. Dans les années 2000, un groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat s'est mis en place, le GIEC, pour coordonner les travaux et éditer des rapports d'étape dans lesquels il fait état de mesures et des conséquences du réchauffement climatique et préconise aux différents gouvernements des mesures à prendre. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, arrêter les pollutions chimiques, revoir nos processus de production industrielle et agricole, trouver un mix énergétique n'épuisant pas les réserves dont le nucléaire constituera encore longtemps un élément important et indispensable. Tous ces points mériteraient de longs développements que je ne peux pas aborder ici. Les Nations Unies, depuis une vingtaine d'années, réunissent tous les pays pour discuter des mesures à prendre. Ce sont les fameuses conférences des parties sur le climat, les COP. En 2015 s'est réunie à Paris la COP 21, qui réunissait près de 200 pays. La COP 21 avait beaucoup de décisions à prendre. Les textes qui en sortent émettent des vœux pieux.
Pour rester sous les 2 degrés, on doit baisser les gaz à effet de serre de 40 à 70% d'ici 2050, et peut-être même 70 à 95% pour atteindre 1,5 degré centigrade. Très bien. Mais les États dans les plus pollueurs, USA et Chine, ont refusé que ces engagements soient contraignants, assortis de sanctions. Puis le président Trump a retiré les États-Unis des accords du GIEC. On le voit, sauver la planète relève du vœu pieux, tandis que les puissances économiques agissent dans l'autre sens. La planète, on l'a vu, a connu pendant des milliards d'années beaucoup de vicissitudes et a toujours réussi à surmonter les extinctions de masse. On peut penser que dans le futur, elle fera de même. Mais pendant combien de temps encore? Ça dépend bien sûr du Soleil, notre étoile. Nous nous souvenons que le système solaire date d'environ 4,5 milliards d'années. Nous sommes à peu près à la moitié de sa durée de vie. Comme toutes les étoiles, le Soleil va continuer à se réchauffer, devenir une géante rouge à 10 milliards d'années, exploser en une nébuleuse et mourir en naine blanche. L'échauffement du Soleil va engendrer le réchauffement de la Terre et des autres planètes. La disparition de l'eau liquide et l'extinction de toute forme de vie, ça dans un délai beaucoup plus court, 1,7 milliard d'années. 1,7, c'est la date butoir. Rassurez-vous, l'homme ne la connaîtra pas. Comme toute espèce de mammifère, il a une espérance de vie en tant qu'espèce comprise entre 2 et 5 millions d'années. Le genre Homo a déjà 2,5 millions d'années d'existence. Rassurez-vous tout de même, Homo sapiens n'a que 500 000 ans. Ouf. Alors, sauver la planète. Le slogan me paraît bien naïf et très mal parti. Trier mes poubelles, éteindre la lumière, mettre un pullover pour réduire mon chauffage, bien sûr. Mais c'est une réaction de pays riches. Qui oserait faire pareille recommandation à un habitant du Sahel ou des bidonvilles d'Amérique du Sud? Comment allons-nous réduire l'inégalité nord-sud symbolisée par cette photo de la Terre la nuit? Nous avons vu que la planète s'est déjà, à 5 reprises, tirée de situations beaucoup plus graves, où 90% de la vie avait disparu. Résistera-t-elle à l'extinction holocène? Dans quelques millions d'années, et c'est peu à l'échelle géologique, que restera-t-il de nos civilisations? Quelles nouvelles formes de vie auront remplacé celles que nous faisons disparaître, dont peut-être la nôtre? Malheureusement, je crains que je ne sois plus là pour vous les décrire, et cela ment un peu.